Nova. Éléments de langage. Française, Français. La République, c'est un état d'esprit. C'est ridicule. Éléments de langage. La France est une synthèse. Caroline Dussin. Fabrice Lhomme. Gérard Davé. C'est Éléments de langage. Mon objectif absolu, c'est que ce pays ait le futur qu'il mérite. Et je pense que pour les Français aussi, c'est la même chose. Ne soyons pas cuistres. Éléments de langage. L'interview politique de Nova. C'est plutôt de l'ordre de la petite phrase. Bonjour à tous et bienvenue dans Éléments de langage, l'interview politique de Nova avec Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire européen aux affaires économiques et financières. Vous êtes le visage de l'Union européenne en France. Peut-être portez-vous aujourd'hui ces éléments de langage. En tout cas, vous la défendez, cette Europe, accusée de tous les maux par certains candidats, peu défendue par les autres. L'Europe et la campagne présidentielle, c'est tout de suite sur Nova. Éléments. De langage. Moi, j'ai déjà tout dit sur ce sujet. Alors Pierre Moscovici, Emmanuel Macron a dévoilé son programme hier en intégralité devant la presse. C'est bon, il vous a convaincu, vous allez voter pour lui ? On est toujours obligé de répondre par oui ou par non. Je vais essayer d'être un peu plus sans éléments de langage. Il a au moins un mérite, il a présenté un programme. On lui a beaucoup dit alors le programme, le projet, ça vient quand ? Et à ma connaissance, il est peut-être le premier ou un des premiers candidats à la présidentielle sérieux à le faire. Car on n'a pas encore précisément le programme du candidat socialiste, on n'a pas encore le programme de François Fillon ou du candidat de la droite, et on a le sien. Et ça, c'est un effort qu'il faut saluer. Ensuite, deuxièmement, c'est un programme qui ressemble à ce qu'il a dit, on aime ou on n'aime pas. Enfin, il y a des idées de droite et il y a des idées de gauche, il y a des éléments de continuité, il y a des éléments d'innovation. Moi, à titre personnel, je reste un homme de la gauche européenne, donc je pense qu'il y a toujours une ambivalence, voire une ambiguïté dans le positionnement ni droite ni gauche. Mais enfin, au moins, il y a sur la table un certain nombre d'idées qui méritent d'être discutées. Et puis, troisième réflexion, sur le sujet qui m'occupe, c'est-à-dire l'Europe, il a un mérite que je lui reconnais. Il partage les idées que je défends. Le plus pro-européen. Et donc, je ne vais pas le critiquer là-dessus. Il a compris l'intérêt d'une crédibilité budgétaire pour la France en Europe. Il a compris qu'il fallait travailler de manière étroite avec l'Allemagne et pour ça être crédible. Et il a compris qu'il fallait renforcer l'union économique et monétaire. Il propose un ministre des Finances de la zone euro, je le fais depuis plusieurs années. Il propose un budget de la zone euro, je crois que c'est indispensable pour investir et pour réduire le chômage. Donc c'est propositions qui vont dans le bon sens. Après, le diable est dans les détails. Et quand il ne suffit pas de dire « je vais faire 3%, encore faut-il dire comment ». Et là, les choux et les carottes, les additions, les dépenses d'un côté, les économies, la mécanique reste encore à débattre. Donc voilà, moi Donc vous êtes d'accord sur l'essentiel quand on vous entend avec Macron ? Non, je là, refuse. vous avez donné l'essentiel. Non, je refuse justement moi, je suis commissaire européen. Et quand je vous suis dites un membre on du Parti aime ou on socialiste. n'aime pas, vous aimez plutôt. Non, il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas. Et je n'adhérerai pas, à titre personnel, à un mouvement qui sera ni de droite ni de gauche, ou et de droite et de gauche. Je reste un homme de gauche. Ce que je souhaite, ce qui est pour moi le point de repère d'une vie politique, c'est la gauche européenne, la gauche de gouvernement européenne. Et je ne serai pas à l'aise dans une formation qui agglomère des hommes de droite que j'ai combattus et dont je continue de ne pas partager des idées, et des hommes de gauche. Je pense simplement que, il est cohérent avec ce qu'il a dit. Donc vous n'appelez pas à voter, vous ne soutenez pas Emmanuel Macron, pour être clair. Il faut être clair. Et je n'ai pas à soutenir qui que ce soit. Non, si je devais soutenir quelqu'un, idée. ce serait le candidat du Parti socialiste, parce que je suis membre du Parti socialiste. D'accord. Après, j'examine aussi les choses, je regarde comment les programmes se déploient, mais je respecte la démarche d'Emmanuel Macron, et j'ai des points de convergence avec lui, notamment sur l'Europe, et je veux le dire parce qu'il y en a un peu assez, justement, des logiques binaires, où voilà, est-ce que vous vous ralliez ? Il se trouve que j'ai une chance, moi je suis commissaire européen, j'ai un job et je suis un peu ailleurs. Et je n'ai pas à me rallier. Vous avez un candidat. C'est pas vous rallier, mais c'est juste, c'est un moment. C'est pas que c'est binaire, c'est que quand on va voter, on vote pour quelqu'un. Voilà, tout le monde vote. Tous les gens qui votent pour quelqu'un. Vous allez voter pour quelqu'un. Vous savez, on a un système à 2 tours qui est bien fait. Et il y a une formule populaire qui dit en quoi il consiste. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Je n'ai pas de gêne à dire que je pourrais voter pour Emmanuel Macron. Il n'est pas le candidat de la gauche européenne que je souhaite, mais il n'est pas incompatible non plus en tout avec cela. Donc si l'on traduit, vous pourriez éventuellement voter pour une discipline collective socialiste pour Benoît Hamon au premier tour, Emmanuel Macron au second tour. La discipline collective... Et comment on se départage finalement mais on est d'abord, entre deux candidats, un qui n'a des défauts parce qu'il n'est ni droite ni gauche, et l'autre qui est du Parti socialiste, mais dont on sent bien qu'il est moins pro-européen. Je suis avant tout un citoyen, et il se trouve que j'atteins un moment dans ma vie personnelle et politique où je suis aussi un homme libre.
et j'ai les moyens de cette liberté, puisque, encore une fois, je ne dépends de personne. Je suis dans une institution européenne indépendante, et en plus, je vais avoir 60 ans, je suis libre de penser par moi-même. Et donc, je peux dire qu'il y a des sujets qui me plaisent, des sujets qui ne me plaisent pas. Je peux dire ma convergence sur l'Europe sans pour autant me rallier, me mettre en marche. Je ne suis pas un chef de parti. Et dans cette élection... Est-ce que vous vous sentez obligé de voter pour le candidat socialiste, en fait, par discipline collective ou personnelle? Fidélité. Par fidélité, j'ai envie de voter pour le candidat socialiste. À titre personnel, je me sens obligé à rien. Et je souhaite toujours qu'un vote ait un sens. J'ai été le candidat, ou plutôt, pas le candidat, le directeur de la campagne du candidat François Hollande il y a 5 ans. Et il avait un positionnement qui était celui de la gauche social-démocrate européenne, que j'avais contribué à définir, dans lequel je me reconnaissais. Aujourd'hui, au fond, j'aurais envie que les uns qui sont à gauche soient plus européens, et que les autres qui sont européens soient plus à gauche. Donc, je continue à réfléchir. Mais je respecte la démarche d'Emmanuel Macron et je trouve qu'il a eu le mérite de poser son programme, qu'il a un mérite européen. Pour le reste, ni droite ni gauche, ce n'est pas ma tasse de thé, ce ne sera pas ma tasse de thé, et je me sentirai pas à l'aise. Vous ne serez jamais membre d'En Marche? On ne sait pas de quoi la vie politique est faite. En Marche telle qu'elle, sans doute pas. Comment la vie politique française va-t-elle se recomposer dans le futur, après une élection aussi baroque? Je ne sais pas. Je serai toujours un social-démocrate européen. Et je vais vous donner un critère qui, pour moi, est important. Je suis à Bruxelles. On est organisé en partis européens. Il y a les socialistes européens, il y a les libéraux, il y a les conservateurs et il y a les autres. Je serai toujours un socialiste européen. Est-ce que si Emmanuel Macron, En Marche, avait demain des candidats aux élections européennes, est-ce qu'il serait socialiste ou est-ce qu'il serait libéraux? J'en sais rien. Mais je respecte la famille libérale, je respecte le centre droit, je peux respecter ce qu'a été le giscardisme. Je ne suis pas libéral au sens européen du terme, je suis un homme libéral au sens politique, je ne suis pas centriste et je n'ai pas été giscardien. En tout cas, en élargissant au-delà de la gauche, vous aviez dit concernant Macron au mois de novembre dernier que sa candidature, qui était à l'époque imminente, était plutôt une bonne nouvelle pour la droite. En fait, à cause, j'imagine, de la division de la gauche. En fait, on a l'impression aujourd'hui qu'on est plutôt sur l'inverse. Il s'est passé vraiment une éternité depuis ce moment, tant de choses. Mais en tout cas, les aujourd'hui, primaires surprenantes de la droite, les primaires surprenantes de la gauche, le retrait du président de la République, qui était pour moi le candidat logique de sa famille, sans primaire. Tout ça fait qu'on est dans un moment totalement nouveau. Et donc aujourd'hui, on est à 50 jours de l'élection à peu près. Il faut examiner les programmes pour ce qu'ils sont, les candidats pour ce qu'ils évoquent. Et derrière, il y a toute une série de questions qui seront posées encore à Emmanuel Macron. La question, encore une fois, non pas seulement de la crédibilité des propos, mais de la crédibilité de la démarche pour les concrétiser. Comment est-ce qu'on fait effectivement au moins de 3% en 2017? Ça, pour moi, ça reste une vraie question. Comment est-ce qu'on fait autant d'économies? Et puis, une question qui est massive, celle-là. Et c'est pour ça que le ni droite ni gauche, pour moi, reste une vraie interrogation. J'essaie de réfléchir en intellectuel aussi, enfin en intellectuel, en genre, quelqu'un qui essaie de se poser des questions fondamentales. La gouvernance, la cohérence, tout ça, ce sont des questions que les Français se posent. Et ils attendent qu'il y ait aussi un éclaircissement sur avec qui on gouverne, quelle figure, sur quelle ligne politique au fond, comment est-ce qu'on arrive à faire des arbitrages ou des coalitions entre des gens qui sont aussi contradictoires. Voilà des questions qui sont fondamentales. Juste pour conclure sur votre choix, donc ça veut dire que, pour conclure là-dessus, vous l'avez pas encore fait définitivement. On comprend que vous êtes plutôt dans la logique du parti plutôt amont, mais que vous attendez encore de voir le programme pour l'annoncer publiquement, en fait, c'est ça? Non, je suis vraiment en grande liberté, en interrogation, et je continuerai jusqu'au bout à poser ces questions, à les poser aux Français, parce qu'après tout, ce que moi je fais... C'est l'inverse, c'est les Français qui vous posent la question de savoir ce que vous pensez. Il y a 65 millions de citoyens en France. Il se trouve qu'aujourd'hui, je ne suis pas un responsable politique au sens d'un parti politique. J'irai voter, et j'irai voter en fonction de ce que ma raison et mes critères... Mais à quel moment la raison va vous dire concrètement... Elle me parle déjà. Elle vous parle déjà? Elle vous dit quoi? Elle me dit ce que je vous dis. Posons la question différemment. L'Europe, elle a envie aujourd'hui de Macron ou de Hamon? Dit comme ça, je dirais que l'Europe regarde d'abord l'élection présidentielle française avec des yeux grands ouverts et assez éberlués. Et que la première chose que l'Europe ne veut pas ou que l'Europe craint, c'est la victoire de Marine Le Pen. Parce que celle-là est un danger mortel pour l'Europe et est un crime politique contre la France. C'est un danger mortel pour l'Europe parce que c'est la seule qui est en train de dire « sortons de l'Union européenne ». Elle propose une renégociation factice et puis un référendum de sortie. Et si on va jusqu'au bout de ça, ça veut dire d'une part que l'Union européenne telle que nous la connaissons n'existe plus. Elle a été faite
avec, par et pour la France. Et ça veut dire aussi que la France se trouve comme un État failli, avec des taux d'intérêt qui explosent, avec une inflation qui devient abyssale, avec des couches populaires et des couches moyennes qui sont appauvries, avec une perte de pouvoir d'achat et une perte de rayonnement dans le monde considérable. Et donc, de Bruxelles, ce qui inquiète avant tout, c'est ça, c'est cette montée de Marine Le Pen. Et on a l'impression que cette étrange campagne, étrange et à certains égards malsaine, ne bénéficie qu'à elle. Après, je pense que les Européens, disons, j'allais dire mainstream, ceux qui sont dans la logique dominante, ne se sentaient pas mal à l'aise avec François Fillon, même s'ils auraient aimé des organisations plus européennes, ne se sentent pas mal à l'aise avec Emmanuel Macron, même s'ils attendent davantage de précision, mais que ce qui se passe chez les Républicains est en train de créer un désarroi très fort, Alors y compris dans la famille conservatrice François européenne. Fillon, convoqué par les juges pour une mise en examen, le candidat républicain décide malgré tout de maintenir sa candidature. C'était mercredi, on l'écoute. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire, et ces 4 millions d'électeurs, parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. François Fillon sera donc candidat à la présidence de la République. Depuis cette déclaration, il a été lâché par de nombreux soutiens à droite. Elle est tenable, cette candidature. Il doit se retirer aujourd'hui, Pierre Moscovici. J'ajouterais, est-ce que ce n'est pas lui qui, justement, met en danger la démocratie avec cette position jusqu'au boutiste ? Je suis plus un homme politique au sens classique du terme, et je suis pas un homme de droite, donc j'ai un peu de scrupule à m'exprimer là-dessus, mais je vais quand même le faire. Dans le spectre politique, on a besoin d'avoir une gauche solide, crédible, réaliste. On a besoin d'avoir un centre qui fait des propositions, et on a besoin d'avoir une droite ou un centre droit qui soit solide. Et là, je dirais d'une certaine façon, j'ai mal à ma droite. Moi qui ne suis pas de droite, j'imagine le désarroi des électeurs de droite qui voient leur famille exploser et qui se trouvent en plus ramenés à une campagne où on ne parle pas de sujets de fond, mais où on ne parle que d'une affaire Vous êtes presque en judiciaire empathie, avec... quoi. C'est original. Oui, à ce niveau de la campagne, la gauche commence à être en empathie avec... C'est pas ça, on a une campagne qui se déroule sans que la principale famille politique française, parce qu'aujourd'hui c'est le cas quand on regarde leur influence dans les collectivités territoriales et dans les sondages, si on sort cette affaire-là, que cette famille politique n'est pas un candidat qui puisse défendre ses idées. Mais je pense que c'est mauvais concrètement, pour elle, doit c'est mauvais pour eux, et François Fillon doit manifestement se poser un certain nombre de questions que ses amis lui posent. Mais justement, et donc tout ça, je le regarde avec gêne, avec embarras et avec tristesse. C'est tout ce que je peux dire. Après, on aurait raison quand même de s'inspirer de temps en temps de ce que fait l'Union européenne. Vous savez, on nous critique souvent, y compris sur les questions éthiques. Il y a eu 2 choses que je sais d'expérience. Il se trouve que dans ma vie politique, j'ai été député européen, ministre. Donc je suis maintenant membre de la Commission européenne. Je sais qu'à Bruxelles, un parlementaire européen ne peut pas, et ça fait longtemps, travailler avec sa famille. Et je sais autre chose. J'ai été commissaire et ministre. C'est qu'un commissaire européen qui a un salaire confortable, et c'est important que les élus soient correctement payés, parce que derrière ça, il y a aussi cette question-là, ne peut pas toucher 1 centime en provenance d'autre chose, d'un autre revenu. J'ai écrit un livre il y a quelques mois, j'ai pas touché de droits d'auteur, je les ai reversés c'est vrai que à une l'affaire Fillon a association révélé beaucoup de caritative. choses sur la pratique Et effectivement donc, des élus. il y a des problèmes de sur la campagne. il y a des problèmes de moralisation de la vie politique qui doivent être posés. Et de ce point de vue-là, je vous assure que quand soi-même, on n'est pas en conflit d'intérêts, que quand on n'a qu'une activité, une seule, qui prohibe toute autre forme de revenu, on est tranquille, beaucoup plus confortable. Mais et on est concentré sur ce qu'on a à faire, et on n'a aucune forme de tentation et aucune forme d'influence possible de qui que ce soit. Et ça, je pense que ça mérite une réflexion. Bien sûr, mais sur François Fillon, vous avez dit ce que tout le monde voit, c'est-à-dire que la droite est plus qu'embarrassée. Mais c'est quoi la solution ? C'est ça la question. S'ils ont besoin d'un vous avez candidat, bien une idée. Est-ce qu'il doit se retirer, à votre avis ? Franchement, c'est à eux de la trouver. Disons que pour le moment, je constate que cette campagne met la droite et le pays dans une situation extrêmement compliquée. Il y a aussi cette manifestation, par exemple, qui est prévue dimanche de soutien à François Fillon, mais dont on peut lire que c'est une manifestation contre les juges. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple ? Quel est votre point de vue sur cette manifestation ? Le président de la République, dans notre système institutionnel, est le garant de l'indépendance de la justice. Un candidat à la présidentielle qui lui-même s'élève contre la justice et qui appelle le peuple à s'élever contre la justice, c'est un problème.
C'est plus qu'un problème, c'est plus qu'un problème, non? C'est plus qu'un problème. Donc c'est pour ça que vous parlez de gêne et de tristesse, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous met en colère? Est-ce qu'il n'y a pas un problème démocratique dans cette candidature qui se maintient? Mais qu'on ne puisse de la part pas, d'un candidat qui a dit 5 fois que s'il était mis en examen, il partirait, que les Français, la parole n'a aucun sens. ne puissent pas avoir un vrai choix, parce que c'est de ça dont il s'agit, avec l'ensemble du spectre politique qui soit représenté par des programmes et par des hommes qui se concentrent uniquement là-dessus, que cette campagne offre ce spectacle qu'on voit partout en Europe et que personne ne comprend. Oui, ça me choque, ça me gêne, ça m'attriste. C'est sur le remplacement du candidat que vous ne voulez pas prendre position. Parce que c'est quand même un parti politique, un grand parti politique, qui par ailleurs a tenu une primaire, qui a eu un certain résultat, et que c'est à eux. Oui, mais je vous dis vous-même, ça pollue toute la campagne, donc ça ne concerne pas que les Républicains. Oui, mais ça concerne tout le monde. C'est quand même pas les autres qui vont Pierre, choisir le candidat de la droite. En tant que comme politique que vous êtes toujours, un candidat à la présidentielle mis en examen pour détournement de fonds publics, c'est ce qui va se passer. Est-ce que c'est possible et acceptable? Vous pouvez le dire clairement. Ça, juste sur une jurisprudence, grosso modo, est-ce qu'on peut tolérer si on raisonne de une mise en manière examen pour un candidat? extraordinairement formelle, c'est possible, puisque rien n'interdit. Et deuxièmement, de manière formelle, il y a aussi ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce qui pose problème, c'est la manière dont cette campagne maintenant s'articule contre la justice. Ça n'est pas possible. Et par ailleurs, au-delà du possible et du nécessaire, parce que ça c'est très formel ma réponse, est-ce que c'est sain? Ce n'est pas ce qui est préférable. D'un point de vue éthique, donc, au lieu de dire que c'est pas préférable, vous estimez clairement que François Fillon ne devrait pas être candidat? Écoutez, franchement, je pense que mon sentiment personnel, je viens de l'exprimer avec une suffisante clarté, et que par ailleurs, il n'est pas ce qui doit déterminer le choix. Ce qui doit déterminer le choix, c'est la manière dont la droite républicaine, en tant que ses idées, et ce sont des idées respectables, soient promues dans le débat, soient représentées dans le débat, soient présentes dans le débat. Donc à eux maintenant de trouver une solution à ce qui est une crise pour la droite, mais c'est aussi une forme de crise pour le pays. Parce que à la fin, quand manque un grand choix, l'élection elle-même va trouver un équilibre qui n'est pas l'équilibre satisfaisant. Au fond, donc vous ne prononcerez pas sur la candidature je souhaite, moi, que Marine Le Pen, bien sûr, soit battue. Parce que j'y vois un danger majeur pour l'Europe et pour la France. C'est la mort de l'Union européenne et c'est dangereux pour la France. Je souhaite dès lors qu'un autre candidat soit élu. J'ai mes préférences personnelles, mais je souhaite que ce candidat soit élu à partir d'un choix et pas par défaut. Ça, c'est très important. Alors, et si la droite fait défaut, ça ne sera que par défaut. Ça ne serait pas un meilleur plan pour, justement, si vous voulez vous placer que sur la question de qu'est-ce qui fait le jeu du Front National? Mais ils en ont. Après, on voit bien ce qui se passe à droite. Est-ce qu'une nouvelle candidature ne pourrait pas rafraîchir un peu Ce matin, en arrivant à mon bureau à la commission, j'écoutais une radio, j'entendais Nadine Morano, je la voyais dire « Ok, il faut qu'il s'en aille, mais pourquoi pas François Baroin ?» Après, ils ont plusieurs candidats possibles, c'est à eux de choisir. Donc, je pense que vraiment, à un moment donné, il faut que la droite républicaine, qui est une famille politique importante dans ce pays, prenne ses responsabilités. C'est à eux de faire. Mais à l'évidence, la situation actuelle est une situation qui est triste pour la droite, triste pour le pays, et qui présagerait d'une élection qui ne se déroulerait pas avec une offre politique complète, et donc dont le sens même serait un peu biaisé. La plus forte en ce moment, en tout cas celle qui ne bouge pas depuis le début de cette campagne, c'est celle du Front National, de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui refuse également, enfin non, pour le coup, François Fillon ne refuse pas de répondre à la convocation des juges, mais en tout cas, elle refuse de répondre à cette convocation. Elle utilise son immunité parlementaire européenne pour refuser cela. Vous en dites quoi? Je ne suis pas un spécialiste. Monsieur Lomédavé connaît ça beaucoup mieux que moi, des procédures judiciaires. Non, mais les choses sont connues. Ce que dit Caroline Dussin, et c'est connu. Non, mais c'est des procédures judiciaires. Mais je veux dire, au fond, je suis raisonné politiquement. Je pense d'abord que quand on a une convocation judiciaire, on doit y déférer, quel que soit le statut. Même en tant que député Oui, écoutez, dans une autre vie, il y a longtemps, j'ai été ministre de la République sous Lionel Jospin et j'ai été convoqué par des juges comme témoin dans des affaires qui concernaient le Parti socialiste dont j'avais été le trésorier. Les 3 fois, le Conseil des ministres m'a autorisé à me rendre à ces convocations et j'y étais bien volonté et j'en suis sorti comme j'y suis entré. Donc elle aurait dû répondre, elle devrait répondre à cette convocation. En bonne logique, quand la justice convoque un homme ou une femme politique, il faut y aller. Mais derrière ça, on voit bien aussi que le Front National est dans une autre forme de logique, elle aussi anti-système, mais qui lui est plus spontanée, plus naturelle, et qui du coup désoriente moins son électorat. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est l'électorat de la droite qui est troublé. L'électorat du FN n'est pas troublé par tout ça.
On est quand même dans cette même offensive menée par la droite et l'extrême droite contre aujourd'hui la justice. Et le risque de tout ça, vous savez, c'est qu'au final, ces électorats se rejoignent, se durcissent, et je crains que tout ce qui se passe en ce moment ne profite à la seule Marine Le Pen. Concrètement, juste avant la publicité, vous condamnez un rassemblement qui s'élèverait, dimanche 5 mars, là, qui s'élèverait contre la justice, justement, contre une prétendue République des juges. Ce rassemblement me choque énormément. Énormément. Et je trouve qu'il est préoccupant. Oui. Vous êtes sur Radio Nova, on va marquer une petite pause, un peu de musique et on se retrouve tout de suite sur Éléments de langage. Nova. Éléments de langage. Nova. Éléments de langage. sur Nova. Et on écoutait Arnaud, putain, vous êtes sur la Radio Nova, Éléments de langage avec Pierre Moscovici. L'Union européenne, aujourd'hui, est de plus en plus rejetée par nos concitoyens. On voit bien, politiquement, elle fonctionne mal. Depuis 10 ans, l'Europe est illégitime en France. Les Français savent que leur première richesse est la France, sa frontière. Les Français pensent que c'est une arnaque. Et c'est une arnaque. C'est l'Europe. Un des problèmes, sans doute le problème le plus grave auquel on est confronté aujourd'hui et qui, moi, me met en colère, c'est la passivité avec laquelle on assiste au délitement européen. Si on n'avance pas, alors on laisse la place à celles et ceux qui détestent l'Europe, qui la critiquent. L'Union européenne est un échec. Elle n'a tenu aucune de ses promesses. Pierre Moscovici, on vient d'entendre un florilège avec Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Beaucoup des candidats de cette élection ont des discours et des programmes très anti-européens. Est-ce que cette élection, elle ne signe pas la mort de l'idée même d'une Europe politique ? Non, en aucun cas. D'abord, tous les candidats n'ont pas des discours anti-européens. Je distingue Marine Le Pen et tous les autres. Je pense que Marine Le Pen a un projet à part, qui est la fin du projet européen, qui est la mort de l'Union européenne, qui est la sortie de la France de l'Union européenne, et les autres... Jean-Luc Mélenchon, l'Europe, on la change ou on la quitte. Il est aussi dans un discours quand même très offensif sur l'Union européenne. Il n'est pas de même nature. Et puis d'ailleurs, le mais discours de Marine Le Pen c'est très présent quand même dans cette campagne. Oui, mais comme on a parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron, il y a aussi des discours pro-européens. Le discours de Benoît Hamon n'est pas un discours anti-européen. Il est à mon avis un discours qui a besoin de se recentrer, de devenir plus consistant, de devenir plus crédible. Et je ne partage pas, par exemple, ce qui est dit par Thomas On reviendra Piketty, sur Benoît Hamon dans la troisième partie de cette un parlement de la zone euro. Et je ne crois pas que renégocier la dette française soit quelque chose de pertinent. Mais et l'Europe à deux vitesses, d'ailleurs L'Europe à deux vitesses fait partie des sujets qui sont tout à fait possibles. D'ailleurs, l'Europe a déjà deux vitesses. Il y a la première vitesse qui est celle de l'Union européenne à 28, demain à 27, parce que le Brexit aura lieu, qui doit être capable d'avoir un marché unique, qui doit être capable de mettre en place des politiques de sécurité communes, sécurité intérieure, sécurité extérieure, qui doit être capable de développer aussi une forme de coordination en matière fiscale. Ce sont des décisions qu'on prend à 27 demain. Et puis il y a l'Europe qui existe, l'Europe à 19, l'Europe de la zone euro. Et c'est sur celle-là qu'on doit construire l'avenir de notre Europe. Parce que l'avenir de l'Europe économique, c'est bien une zone euro qui ajoute à la stabilité de l'euro une politique économique capable de créer plus de croissance, plus d'emplois, plus d'investissements que ce n'est le cas aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans le déni sur le constat qui est tout de même partagé, c'est qu'il y a un souffle anti-européen qui traverse l'Europe et également la France. Pour vous, il n'y a pas de... Non, je ne suis pas du tout dans le... Et même la outre-Atlantique. Et aussi, c'est une année noire. Il y a le Brexit Trump qui, quand même, je ne suis pas dans le déni, et je vous invite à lire le livre blanc de la Commission européenne parce qu'elle n'est pas dans le déni. Et ça, c'est une grande novation. Je n'accepte pas d'être taxé d'européiste, d'eurobéa, d'euro-optimiste. Je ne suis sûrement pas en train de dire tout va bien, Madame Lamarque. J'ai écrit un livre, moins de succès que le vôtre, sur la construction européenne au même moment, à l'automne, dans lequel je vois bien que l'Europe elle est confrontée à des défis sans précédent. Il y a des menaces extérieures, il y a en effet la nouvelle politique américaine, il y a Poutine. Les deux d'ailleurs ont un point commun qui veulent diviser l'Europe. L'Europe elle est confrontée à des problèmes intérieurs. Voilà, et à l'intérieur, il y a aussi ce discours anti-européen. L'Europe, surtout, elle suscite le désenchantement de beaucoup de gens parce qu'elle n'a pas été capable de répondre comme il l'aurait souhaité à la question de la croissance, à la question du chômage de masse, à la question des inégalités, à la question migratoire. L'Europe, elle subit toutes ces tensions. Mais oui, ça, il y a un désenchantement européen. Ça, c'est un gros problème quand même. Donc, je ne fais pas de déni. Je dis simplement... Et le Brexit vient ajouter à ça, d'ailleurs. Absolument, mais je l'ai cité. Une fois qu'on a fait ce constat, et c'est un constat, bien sûr qu'il faut faire lucidement, parce qu'on ne peut pas avancer sur des dénis. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit stop ou est-ce qu'on dit encore ? Madame Le Pen dit stop. Certains disent il y en a trop. Moi, je dis qu'il faut absolument
réorienter la construction européenne et répondre à 3 questions. Comment est-ce que l'Europe peut protéger mieux ses citoyens? Et quand je parle de protection, je parle de sécurité intérieure, je parle de sécurité extérieure, c'est la question de la défense, je parle de sécurité sociale, et je pense qu'on a besoin d'avoir un socle européen de droits sociaux, je parle de sécurité en matière de commerce extérieur, parce que sans être protectionniste, on a besoin d'accords de libre-échange qui prennent en compte les parts dans la mondialisation. On a besoin d'une Europe plus démocratique, c'est-à-dire dans laquelle nos concitoyens se reconnaissent. Et on a besoin d'une Europe qui ait de meilleurs résultats économiques. Donc je pense qu'on a un chantier européen considérable. Mais simplement, mon message aux candidats à l'élection présidentielle française, c'est que plutôt que de proposer la défaisance de l'Europe, plutôt que de proposer que la France soit hostile à l'Europe, faites des propositions pour l'Europe. Soyez proactifs. L'Europe attend la France. La France a toujours cette espèce de sensation qu'elle est, je ne sais pas quoi, une victime. Mais l'Europe est le produit de nos idées. C'est presque donc, une question personnelle. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, vous avez été tout député européen, vice-président du Parlement, commissaire. Malheureusement. Vous avez 60 ans, bientôt. à peu près, bientôt. Oui, L'Europe cette année. aussi, ça va être un double anniversaire. C'est mon anniversaire aussi. Vous avez consacré votre vie, en fait, à cette idée européenne. Beaucoup de ma vie. Qu'est-ce que ça fait quand, après 60 ans de ce combat, on se rend compte que voilà, c'est quand même la cible numéro 1 des discours politiques? L'Angleterre s'en va. C'est une année noire. Cette année noire, vous pouvez. Quand on va avoir 60 ans, on peut se dire, ça y est, je suis devenu un vieux con. Ou bien on peut se dire, j'ai encore du jus et de la force. C'est ce que je me dis. Et quand je vois ça, ça me met en colère. Et j'ai envie de réagir. Vraiment, c'est une question vraiment personnelle. Il n'y a pas un moment où vous dites, c'est le combat d'une vie. Non, le combat d'une vie. Et c'est attaqué de toutes parts. L'attaque, elle est multi. Ma vie n'est pas achevée. L'Europe n'est pas achevée. Et le combat de ma vie n'est pas achevé non plus. Et j'ai encore beaucoup d'énergie à donner à ça. Mais quand on voit ce que... de la colère parfois. L'élection de Trump et son interview mais quand je vois Trump, à la presse allemande... Quand je vois Trump, ça me donne envie de réagir et d'être de l'avant. J'ai envie de me dire au fond, vous savez qui est le candidat de Donald Trump en France? C'est Marine Le Pen. Qui est le candidat de Vladimir Poutine en France? C'est Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce point commun de dire il faut diviser l'Europe. Il faut détruire ce projet. Quand Donald Trump dit le Brexit c'est formidable et ça va faire des petits, je dis non. Quand il dit l'OTAN c'est un concept obsolète, je dis non. Quand il critique tel ou tel projet que nous faisons, je dis non. Et j'ai envie de dire que ça devrait être même une incitation à être plus pro-européen. Ceux qui ne veulent pas que l'Europe ressemble aux États-Unis de Donald Trump, ceux qui veulent que l'Europe reste un continent où il y a des valeurs, dans lesquelles la peine de mort est prohibée, dans lesquelles il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, dans lesquelles on refuse les discriminations, dans lesquelles on lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, ceux-là doivent dire, faisons plus d'Europe, pas moins d'Europe. Mais est-ce que ce discours que tout le monde peut entendre, est-ce qu'il passe? Parce que vous parlez de Trump, il a été élu. Marine Le Pen, elle est donnée par tout le monde comme au moins première du premier tour. En tout cas, elle a derrière elle beaucoup de gens, on le sait. On a l'impression qu'il y a un discours raisonnable et raisonné, qui est le vôtre, pas seulement, mais que la population ne l'entend pas, ne l'entend plus. Et par ailleurs, l'Europe a peur de la France aujourd'hui. D'avoir un discours qui ne soit pas que raisonnable et raisonné, mais qui soit aussi un peu de conviction et enflammé. Et puis je note par ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Voilà un candidat qui a construit en partie, cette partie-là est estimable, sa campagne et sa candidature pour défendre l'Europe. Et les sondages le donnent largement gagnant au deuxième tour. Donc c'est pour ça que vous allez voter pour lui, pas parce qu'il va gagner au deuxième tour. La cause européenne n'est pas désespérée. S'il était au deuxième tour, en toute hypothèse, je voterais pour lui sans aucun problème. Fabrice Lhomme. Au cœur des débats sur l'Europe pendant la campagne, cette fameuse... Parce que je voterai pour l'Europe. Vous voterez pour l'Europe, on l'a bien compris. Donc pour Macron. Et donc pour Emmanuel Macron. Non, je ne vous ai pas donné mon vote de premier tour. Si, vous l'avez dit, second tour. Ouais. Second tour, si j'ai le choix entre Emmanuel Macron... Mais je vais vous dire une chose, si j'ai le choix entre n'importe qui et Marine Le Pen, je voterai pour n'importe qui. Je n'aurai pas de gêne du tout à voter pour Emmanuel Macron, d'autant plus qu'il a un programme pro-européen. Vous votez Fillon aussi face à Marine Le Pen, en défense Ne me mettez pas trop mal à l'aise, mais je voterai pour n'importe qui plutôt que pour Marine Le Pen. Bon, à condition que ce n'importe qui arrive encore à se distinguer de Marine Le Pen. Au cœur de débat, la fameuse règle des 3%, qui interdit donc à un État d'avoir un déficit supérieur à ce pourcentage. Est-ce que ce dogme ne doit pas être mis en question? On voit bien que beaucoup de voix s'élèvent pour dire que finalement, on est resté bloqué là-dessus et que ça a donné des résultats pas toujours formidables. Est-ce qu'il ne faut pas évoluer là-dessus finalement? Quand on dit ce dogme est remis en question, j'ai envie de dire où? En France. Oui, je parlais de la France. Benoît Hamon notamment, qui parle de non-sens. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que quand je regarde le reste de l'Europe, il se trouve que c'est mon job à la Commission européenne que de m'assurer que les pays respectent les déficits budgétaires. Je constate que sur les pays de la zone euro,
Il y en a 17 sur 19 qui respectent les 3%. Que le niveau moyen des déficits dans la zone euro va être à 1,4% cette année. Qu'il ne reste que l'Espagne et la France au-dessus de 3%, et que la France, d'ailleurs, après des efforts longs, est en train de passer en dessous de 3%, puisqu'en 2017, d'après nos chiffres, elle devrait être en dessous. Donc, c'est une certitude ? C'est une probabilité. Et ça, je le dis à tous les candidats aussi. Si on décidait que la France n'est pas en dessous de 3%, ce serait une vraie décision souveraine, ce ne serait pas une fatalité. De ce point de vue-là, l'héritage est un héritage de déficits qui ont fini par se réduire et de compétitivité qui a fini par s'améliorer. Trop peu, peut-être trop tard, ça c'est un autre sujet, mais la France aujourd'hui est sur la bonne voie en matière et de réforme et de crédibilité budgétaire. Donc on ne bouge pas sur cette histoire de 3%, ça doit rester la norme. Après, il y a une autre question sur la question de la norme. Oui, bien sûr, ça doit rester la norme, parce que contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un calcul de point de table, ça aurait pu être 3,2, ça aurait pu être 2,8, mais de quoi s'agit-il au fond ? Les déficits qui s'accumulent, ça finit par former de la dette. La dette doit être remboursée. Elle doit être remboursée à un certain taux d'intérêt qui dépend de la crédibilité budgétaire du pays. Si vous avez les déficits qui s'accroissent, la dette continue à s'accroître et les taux d'intérêt finissent par augmenter. Et les taux d'intérêt qui augmentent, ça veut dire qu'on a moins de marge de manœuvre sur les finances publiques pour financer l'éducation, la défense, la justice, la sécurité. C'est pénalisant pour les services publics, c'est pénalisant pour le crédit du pays. Et au final, c'est surtout pénalisant pour les citoyens qui remboursent leurs propres emprunts à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, on a, j'allais dire, non pas pour l'Europe, non pas au nom d'un dogme, on a intérêt nous-mêmes mais il y a quand même un problème, c'est que votre candidat socialiste s'élève contre cette loi, les 3%. C'est quand même un souci. Pas que lui, apparemment. Et pas que lui. Et Gérard Davet, vous disiez que François Hollande, à l'époque de vos entretiens, c'est ça ? Oui. Alors c'est différent. François Hollande ne s'élevait pas contre la norme. Il disait clairement que les dés étaient pipés. Que les dés étaient pipés, que c'était négocié bien en amont avec la Commission européenne et que jamais un grand pays ne serait sanctionné. Je ne veux pas entrer dans vos débats. Mais il se trouve que j'étais ministre des Finances à l'époque. Et que vous savez bien que c'est la vérité. Et que j'étais ensuite commissaire européen, et je sais que ce n'est pas la vérité. Alors le président de la République ne dit pas la vérité. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Bah si, c'était la question. Je ne peux pas entrer dans vos débats intimes, j'allais dire. Non, c'est pas un débat intime, c'est une déclaration du président de la République qui a expliqué publiquement qu'il s'arrangeait discrètement avec la Commission. Le président de la République ne s'est pas arrangé avec la Commission, et le ministre des Finances que j'ai été a discuté de manière sérieuse avec la Commission européenne des engagements qui ont permis ensuite d'avoir un délai, mais en contrepartie de réformes qui ont été faites et de réductions de déficits qui ont été faites. De la même façon que quand je suis devenu commissaire européen, il n'y a pas non plus d'arrangement, mais il y a eu une discussion sérieuse sur la manière dont la France allait réduire ses déficits. Et tout ça aboutit à ce qu'en effet, en 2017, la France soit en dessous de 3%. On remarque une petite pause, un peu de musique, et on vous retrouve Pierre Moscovici sur Éléments de langage. Éléments de langage, l'interview politique de Nova. Caroline Dussin. On écoutait Francisco Austérité, vous êtes sur Radio Nova, Éléments de langage avec Pierre Moscovici. On va continuer de parler de l'Union européenne avec vous, mais aussi avec Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon. Vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été ministre tous les deux en même temps de François Hollande. Vous vous connaissez bien, mais vous n'avez pas exactement la même vision de l'Europe. En tout cas, on va en discuter. Aurélie Filippetti, votre candidat Benoît Hamon affirme que les 3%, c'est un non-sens. Vous restez sur cette position. L'Europe fait fausse route depuis des années ? Il faut se rappeler d'abord que la règle des 3%, elle a été fixée d'une manière qui n'a rien de scientifique. Elle a été fixée d'une manière un peu arbitraire. Que cette règle en elle-même, elle doit avoir beaucoup plus de souplesse en fonction des circonstances et notamment face à la crise économique qu'a traversée l'Union européenne et la zone euro depuis la grande crise mondiale de 2008. Donc, ce que nous disons avec Benoît Hamon, ce n'est pas qu'il ne faut pas réduire les déficits, bien évidemment, mais c'est que la réduction des déficits, elle sera une conséquence d'une bonne politique économique, c'est-à-dire une politique économique qui va permettre de relancer les investissements, donc de recréer de l'activité économique, de recréer de l'emploi. Donc il ne faut pas se fixer un objectif simplement chiffré, il faut avoir une perspective tendance, et puis que c'est pas l'objectif de réduction des déficits, il est une conséquence plutôt qu'une fin en soi. Il est une conséquence d'une bonne politique dont l'objectif, ça doit être relancer l'emploi, relancer l'activité économique. D'accord. Fabrice Lhomme. Aurélie Filippetti, donc, si je vous comprends bien, si il est nécessaire d'avoir un déficit de 4 ou 5% pendant une période donnée, il ne faut pas hésiter à le faire, c'est ça ? Oui,
Exactement, tant que c'est temporaire et tant qu'on n'est pas dans une perspective complètement inflationniste sur une longue période. Vous voyez, quand il y a eu une crise terrible comme celle qui a traversé le monde et l'Europe, eh bien, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On était en pleine crise, donc une grave maladie, on va dire. Hein. Et au moment où le malade aurait pu commencer à s'en remettre, où il était en convalescence, on lui fait une saignée en lui disant finalement il faut réduire de manière drastique les dépenses publiques pour réduire le déficit et la dette. Mais ça a été catastrophique parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a failli tuer un malade à peine en convalescence. Pierre Moscovici, on a failli tuer un malade. Alors, c'est la porte-parole du candidat, de votre on a failli candidat, tuer, a priori. dit, hein. Oui, bien sûr, failli tuer. C'est la position du PS aujourd'hui, du candidat socialiste. Vraiment, qu'est-ce que vous en dites? Bonjour Aurélie. Oui, bonjour Pierre. Content de t'entendre. Désolée de ne pas être en plateau, mais je suis à Metz. Bon, tu fais bien. Il faut toujours être sur le terrain davantage. Sur ce sujet, d'abord, on ne va pas discuter du point de savoir si c'est circonstanciel ou pas. Pour moi, ce qui compte, c'est encore une fois pas le chiffre précis. Il se trouve que c'est 3% et c'est une règle, c'est un engagement que tout le monde tient et qui maintenant figure dans nos traités qui ont été signés par la France, votés par le Parlement français. Mais c'est surtout qu'on doit réduire la dette publique pour récupérer des marges de manœuvre pour les services publics, les biens publics dont nos concitoyens ont besoin, de la sécurité, de l'éducation, de la culture, de la défense, etc. Et donc, je pense que la France doit être dans ce mouvement. Deuxième chose, la Commission européenne fait preuve déjà de beaucoup de souplesse, de ce qu'on appelle de flexibilité, et j'y veille. Moi, je ne suis pas du tout attaché à l'austérité, je pense qu'on doit sortir de l'austérité, et c'est la raison pour laquelle nous encourageons les pays qui font des réformes, les pays qui investissent, nous tenons compte des efforts qui sont faits en matière... Ce que vous dit Aurélie Filippetti, là. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout quand même, en matière aussi de lutte contre le terrorisme, parce que c'est un sujet très important. Troisième chose, je note avec intérêt qu'Aurélie dit, et je partage ça, que elle n'est pas contre, et Benoît Hamon non plus, de réduire les déficits. Donc, il faut simplement tenir compte du point de départ où nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes déjà en dessous de 3%. Enfin, dernière chose, il y a quand même un sujet économique de base que là, je ne comprends pas. Quand on dit, vous dites, même on va passer à 4 ou 5, pourquoi pas de manière temporaire. À quoi ça sert? Quand je regarde l'Union européenne aujourd'hui, je vois un pays qui a des déficits au-dessus de 4%, avec un taux de chômage de 20%. Je vois un autre pays qui a... je ne plaide pas pour ça, des excédents budgétaires et qui a un taux de chômage de 5%. Le premier pays, c'est l'Espagne, le deuxième, c'est l'Allemagne. Si il était montré que faire plus de dépenses publiques, ça servait à quelque chose en matière de croissance, je pense que ça se saurait, que ça se vérifierait. Ça n'est pas le cas. À quoi ça conduit d'avoir des déficits à 4 ou 5%? À une chose très simple, c'est que notre dette, on viole les règles, notre dette est plus chère, beaucoup plus chère. Son coût se renchérit et son poids dans le budget augmente au détriment de l'éducation nationale, par exemple. Ça, c'est votre position, ce n'est pas celle d'Aurélie Filippetti qui représente aujourd'hui la parole de je respecte la parole du candidat, je donne simplement mon analyse, à la fois en tant que commissaire et en tant que responsable politique. Oui, mais sauf que, d'abord, je n'ai pas dit qu'il fallait faire 4 ou 5%. J'ai bien noté, tout à fait, c'est pas à toi que je répondais là-dessus. Non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit il ne faut pas avoir une vision rigide de cette question-là. Pourquoi? Et d'ailleurs, toi-même, au sein de la conférence européenne, récemment encore, tu as plaidé pour avoir une politique plus expansionniste. Oui. Qui t'a mis en minorité? Ce sont les ministres des Finances de la zone euro, l'ensemble des ministres des Finances. Donc les positions ne sont pas aussi tranchées ou manichéennes qu'elles n'y paraissent. Je sais que toi, tu n'es pas un tenant de la ligne totalement orthodoxe de la Commission européenne. Mais ceci dit, pour l'instant, malheureusement, ce que je constate, c'est que cette ligne-là, elle prédomine encore. Parce que tu parles de l'Allemagne, mais l'Allemagne, elle ne respecte pas non plus les règles, parce qu'elle a aussi, son excédent est aussi un problème vis-à-vis de ses partenaires européens. Et normalement, l'Allemagne ne devrait pas avoir la possibilité de faire des excédents supérieurs à 6%. Or, elle le fait. Et ça fait au détriment de qui? Au détriment de ses partenaires européens. Aurélie, tu as entièrement raison. Et là-dessus, tu poses le vrai problème qui n'est pas celui des 3%, qui est un autre. Qui est comment, dans la zone euro, on est capable de réduire les divergences entre des pays qui ont des excédents et les pays qui ont des déficits. Et pour moi, et c'est vrai que j'ai fait cette proposition aux ministres des Finances qui ne l'ont pas tous rejeté, il y en avait simplement 2 qui l'ont rejeté, qui est que la zone euro dans son ensemble, maintenant, est un excédent budgétaire, ou plutôt est une contribution budgétaire positive à la croissance. Mais pour moi, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la France doit relâcher ses efforts. Je pense que les pays
qui ont encore trop de dettes et qui ont encore mais des vous pensez qu'avec Benoît Hamon, la France relâcherait ses efforts? Non, mais ce que j'entends d'Aurélie est tout à fait intéressant parce que ce n'est pas ce qu'elle dit précisément. Donc je veux aller dans ce sens-là et je pense que si on travaille ensemble, et moi je suis prêt à rencontrer Benoît Hamon demain, comme tous les candidats pro-européens, et donc pas Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'entendre et s'écouter. La vérité, c'est qu'il faut que les pays qui ont encore des déficits les réduisent. Et Jean-Luc Mélenchon, vous pourriez lui parler aussi ? Bien sûr. Ça m'arrive. C'est quelqu'un avec qui j'étais au gouvernement et pour qui j'ai du respect, même si je ne partage pas beaucoup de choses qu'il dit, notamment ses accents sur l'Europe. Mais je vais jusqu'au bout. Et ça veut dire que les pays qui ont des excédents, c'est le cas de l'Allemagne, par exemple, des excédents extérieurs et des marges de manœuvre budgétaires doivent les utiliser pour l'investissement. Absolument. Et pourquoi ne construisons pas ensemble un budget de la zone euro qui représente une capacité d'investissement qui permette en effet, d'une part, qu'il y ait des investissements en bourg, mais qu'il y ait aussi des investissements dans la région Lorraine, dans la région Est, pardon, maintenant, Grand Est, ou à Séville, pour favoriser la croissance. Mais c'est différent d'augmenter les déficits nationaux. C'est créer une capacité commune. Il se trouve qu'il faut le faire avec les Allemands, que je crois qu'il faut discuter avec les Allemands. Je serai à Berlin mardi. Je rencontrerai par exemple Martin Schulz. Voilà des idées avec lesquelles il faut parler, non seulement au niveau des socialistes français, mais des socialistes européens. Oui, mais Pierre, la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que moi, et tu le sais, Benoît Hamon propose justement qu'on ait un Parlement européen de la zone euro et qu'on ait une politique donc budgétaire avec un budget de la zone euro qui soit un budget propre. Mais il ne faut pas que ce soit géré d'une manière technocratique, il faut que ce soit géré d'une manière démocratique par un Parlement de la zone euro qui aurait... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Pierre Moscovici ? C'est là donc la démarche de Benoît, parce que la démarche de Benoît Hamon, c'est de dire attention, l'Europe elle est en crise là aujourd'hui. Il faut redonner une légitimité à l'Europe parce que c'est un bien qui nous est cher et qui nous est extrêmement utile. Et comment le faire ? Par de nouvelles politiques économiques et budgétaires qui ne peuvent être décidées et validées que par un Parlement démocratique de la zone euro. C'est une idée que Thomas Piketty a développée depuis déjà quelques temps qui repose sur une intuition juste. On a besoin de plus de démocratie en Europe. Après, de cette intuition juste, découlent à mon avis 2 conclusions qui le sont moins. La première, c'est que ce Parlement européen n'a pas vocation, Parlement de la zone euro n'a pas vocation à se substituer à la Commission, au Conseil, et donc il propose une espèce de Parlement souverain qui décide à la place de tout. Je tiens encore à la distinction entre l'exécutif et le législatif. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ce Parlement de la zone euro, il existe, c'est le Parlement européen. Alors que ce que propose Thomas Piketty, j'attends de voir tout le monde n'est pas dans la zone euro, j'attends de voir. Oui, mais le Parlement de la zone, on peut faire en sorte que les parlementaires qui sont membres de la zone euro créent entre eux une chambre de la zone euro. Moi, par exemple, attends, Aurélie, je crois qu'on va pas vous mettre d'accord. On va pas vous mettre d'accord. Mais je veux dire, tu es député. Je l'ai été, j'ai même été vice-président de la Commission des Affaires européennes. Et il se trouve que les parlementaires nationaux, je pense, ne sont pas les seuls et pas forcément les mieux placés pour défendre l'intérêt général européen. On va être obligé de vous interrompre. Merci Aurélie Filippetti, merci Pierre Moscovici. C'était Éléments de langage. On se retrouve avec Gérard Levet et Fabrice Lhomme la semaine prochaine, même heure. La politique sur Nova, c'est aussi QG de campagne le dimanche à 13h avec Arnaud Muller et Karine Lelouette. Tout de suite, on retrouve Ariel Wiesman pour Connu Inconnu. Nova. Éléments de langage sur Nova.